Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 19 de la série consacrée au logiciel Geneator. Aujourd'hui, nous traiterons de la rubrique Forum plus FAQ que l'on retrouve dans le site web de Geneator. Les quelques personnes qui se sont adonnées à utiliser ce service nous ont posé des questions très pertinentes qui méritent d'être portées à l'attention de tous les internautes qui s'intéressent à Geneator. C'est pourquoi nous avons pensé d'inclure la rubrique Forum plus FAQ à la série de vidéos sur Geneator. Soit dit en passant, FAQ signifie foire aux questions. Mais comment peut-on se rendre sur le site web de Geneator? La façon normale, évidemment, est d'utiliser la case de recherche de Google dans l'Internet et d'y inscrire le nom de Geneator tout simplement. Mais sachez que vous pouvez aussi vous y rendre directement sans quitter la session dans laquelle vous êtes présentement. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge des utilitaires que vous voyez en haut de l'interface, comme ceci. Puis sur le bouton numéro 2 qui s'intitule comme suit « Site web de Geneator » via le formulaire pour communiquer avec l'assistance technique. Donc, en cliquant sur ce bouton, vous arrivez directement dans l'Internet, c'est-à-dire dans le site web de Geneator. Et vous voyez déjà les 10 rubriques du site que je lis avec vous. Accueil, vue d'ensemble, fonctionnalités, capture d'écran, téléchargement, login, inscription, forum plus FAQ, contact et licence et prix. Si vous avez du temps de libre, eh bien, vous pouvez revenir ici et lire ces différentes rubriques pour connaître d'autres aspects du logiciel. Alors, nous sommes dans la page du formulaire, c'est-à-dire ici, la page de la rubrique Contact que vous voyez ici. Alors, dans ce formulaire, vous pouvez nous poser toute espèce de questions et nous demander notre aide parfois sur certains problèmes que vous pouvez avoir avec le logiciel. Alors, vous avez déjà votre nom, la ville et le nom de votre courriel et votre téléphone qui seront inscrits automatiquement avant même que vous puissiez écrire votre message. Alors, c'est pour vous faciliter la tâche en quelque sorte. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à la rubrique Forum plus FAQ. Alors, je clique sur ce bouton et nous voici dans la rubrique Forum plus FAQ. Je vous lis le paragraphe de présentation. Toutes les questions apparaissent en bleu dans la première section. Ici, la section des questions. Vous voyez que les colonnes sont en bleu. Elles sont classées par domaine d'intérêt et numérotées par ordre d'entrée. Alors, vous voyez que les sections sont bien identifiées. Je vous les nomme. A. Importation et exportation. B. L'interface principale. C. La liste des individus. D. Les dictionnaires. E. Les autres modules utilitaires. F. Les arbres généalogiques. G. Les problèmes techniques. Alors, avec ces sections, vous pouvez plus facilement insérer vos questions selon une certaine logique. Alors, c'est peut-être plus facile ainsi. Je continue à lire le paragraphe. Les réponses apparaissent dans la section suivante en noir. Alors, comme vous voyez, dans la section des réponses, toutes les réponses sont écrites en noir. Alors, à la fin de chaque domaine d'intérêt, un bouton permet de retourner à la première section, celle qui contient les questions. En effet, vous voyez qu'à la fin d'une section, il y a un bouton qui permet de retourner à la section des questions. Alors, vous cliquez sur ce bouton et voilà, vous êtes revenu à la section des questions. Je commence avec la première section. Mon cousin a un fichier Geneator pour la même famille que moi. Alors, pourquoi dois-je l'exporter au format JETCOM
avant de l'importer dans mon ordinateur? Allons voir la réponse. Même si votre cousin utilise le même logiciel que vous, il n'utilise pas les mêmes numéros de référence. Pour éviter des problèmes, il doit donc exporter son fichier au format JETCOM avant que vous puissiez l'importer dans votre ordinateur. Une fois que ce fichier est importé et qu'il fait partie de vos fichiers de données, vous pouvez le joindre à l'un de vos fichiers antérieurs grâce au module 6 des utilitaires et y fusionner les doublons grâce au module 7 des utilitaires. Alors, au lieu de retourner à la section des questions, pour sauver du temps ou pour gagner du temps, je vais rester ici dans la section des réponses, puisque j'ai également les questions ici. Alors, je passe à la question suivante. J'ai importé un fichier JETCOM et certains enregistrements sont retenus dans le labo de transition. Quand je clique dans la case de la ville, aucun choix de nom ne m'est pourtant offert dans le cadre de la superliste. La réponse est la suivante, c'est que le nom de la ville, tel qu'il a été importé, ne correspond à aucun nom de ville dans le dictionnaire. Vérifiez l'orthographe du nom importé, incluant les accents, les traits d'union et les apostrophes. Si aucun nom n'apparaît, consultez Google ou Wikipédia grâce au module 5 des utilitaires. C'est un module qui vous permet de rejoindre Google ou Wikipédia sans, si vous voulez, quitter la session dans laquelle vous êtes. Et ceci pour connaître les subdivisions qui unissent cette ville au pays. Alors, puis, dans la case du niveau 4, c'est-à-dire la case suivante, inscrivez la première lettre de la subdivision correspondante et celle-ci apparaîtra dans la superliste. Cliquez alors sur cette subdivision dans la superliste et les autres subdivisions s'inscriront automatiquement dans la chaîne de l'enregistrement en surbrillance. Si vous êtes satisfait de la nouvelle chaîne, cliquez sur le bouton du labo pour mettre à jour non seulement le dictionnaire, mais aussi l'enregistrement lui-même dans le fichier. Alors, remarquez que toutes ces questions, vous pouvez les revoir dans des vidéos qui sont spécialement dédiées à cette question. Mais évidemment, s'il s'agit d'un pays nouveau, dont le dictionnaire des noms de lieux ne contient pas encore de subdivision. Vous savez, un pays qui n'est pas très populaire, qu'on ne voit pas très souvent, eh bien, la situation est différente. Vous devez commencer par inscrire les subdivisions dans le dictionnaire, s'ils ne sont pas là encore, évidemment, avant d'espérer qu'elles apparaissent au moment où vous en avez besoin. Alors, cela peut se présenter très rarement, mais c'est possible car nous n'avons pas inscrit dans le dictionnaire déjà toutes les subdivisions de tous les pays du monde. J'ai importé un fichier JETCOM et certains enregistrements sont retenus dans le labo de transition. Un pays apparaît en rouge au bout de la ligne, mais ce n'est pas le bon pays. Eh bien, la réponse est la suivante. Le pays qui apparaît en rouge au bout de la ligne est le pays par défaut du fichier en question. Effacez-le et écrivez la première lettre du pays approprié. Ce pays apparaîtra dans la superliste. Cliquez sur ce nom dans la superliste et vous remplacerez le nom du pays par défaut écrit en rouge. Dès lors, les noms de lieux correspondront et se limiteront à ceux de ce pays. Donc, c'est un avantage car si vous devez choisir un nom de ville dans tous les noms de tous les pays du monde, eh bien, c'est plus compliqué. Alors, nous avons pensé à ce système pour vous simplifier la vie
vous n'avez qu'à choisir les villes à l'intérieur d'un pays spécifique. La question suivante. Je veux importer un fichier JetCom, mais j'ai l'impression qu'il contient déjà des doublons. Comment puis-je en avoir le cœur net? Eh bien, la réponse est la suivante. Souvent, les logiciels recherchent les doublons en ne comparant qu'un certain pourcentage de ressemblance entre les enregistrements. Ils oublient que des détails erronés et même contradictoires peuvent occulter le fait qu'ils se rapportent à la même personne. Eh bien oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle des doublons déguisés que seul Geneator peut déceler grâce à son système de comparaison semi-automatique. Vous n'avez donc qu'à importer votre fichier JetCom dans un fichier vierge de Geneator auquel vous donnez un nom selon la procédure proposée dans la page d'ouverture. Ensuite, vous le soumettez au processus de traitement des doublons du module 7 dans les utilitaires. Et chaque module étant autonome, vous n'avez donc pas besoin de le joindre à un autre fichier, par exemple avec le module 6 pour effectuer cette opération. Non, vous n'avez qu'à utiliser le module 7 et c'est amplement suffisant pour un seul fichier. Je passe à la section suivante, l'interface principale. Je ne connais pas l'heure de ma naissance, à quoi cela me sert-il de toute façon? Eh bien, la réponse vient rapidement. On ne fait pas de la généalogie pour soi-même, mais pour les autres. Il y a des gens qui paient des fortunes pour obtenir leur heure de naissance, car ils s'intéressent à l'astrologie et à la numérologie, leur nouvelle passion. Dans le cas de jumeaux, en particulier, on aime bien connaître l'intervalle de temps qui sépare leur naissance. Notez que maintenant, les enfants naissent à l'hôpital et qu'il est facile d'obtenir l'heure exacte de leur naissance. Pour les gens plus âgés, dont on ne connaît pas cette information, on laisse vide la case de l'heure en cliquant sur le bouton « Passer » qui se trouve dans le cadre de la superliste. Et ainsi, on peut se rendre à la case suivante d'une manière logique. Question suivante. J'inscris un nom, mais il n'apparaît pas dans le cadre de la superliste. C'est une question un peu semblable à celle que nous avons eue précédemment. C'est que ce nom, du moins tel qu'il est écrit, n'existe pas dans le dictionnaire. Double-cliquez sur ce nom dans la case à remplir pour l'enregistrer. S'il s'agit d'un nom de lieu, il passera par un labo de transition où vous pourrez l'identifier davantage par rapport à son homonyme en inscrivant les subdivisions comme vous savez. Suivez les instructions. Question suivante. Après avoir inscrit le nom d'un individu principal, on me transfère immédiatement dans l'autre cadre pour inscrire le nom de son conjoint. Or, ce que je veux faire, moi, c'est seulement compléter la fiche d'un célibataire. Eh bien, pour inscrire un couple, il est avantageux d'inscrire les deux noms à la suite l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que le logiciel vérifie si ce couple existe déjà dans la liste des individus. Si oui, eh bien, dans 90% des cas, il s'agit des mêmes personnes qu'on s'apprêtait à enregistrer de nouveau. En cliquant sur le bouton à cet effet, on peut donc effectuer une fusion, ce qui enlève la nécessité de remplir à nouveau la fiche individuelle des deux conjoints. En somme, c'est pour gagner du temps. Non seulement on évite ainsi de créer deux doublons, mais on économise du temps. C'est ce qu'on répète ici. Alors, pour inscrire un célibataire, puisque c'est la question, on a seulement qu'à cliquer sur le bouton
fermé de la superliste pour revenir au cadre précédent et l'on continue à remplir les cases de la fiche individuelle en question comme on le fait d'habitude. À la section suivante, la liste des individus. Que signifie la lettre U suivie du signe dièse et les mots latins idem dans la liste des individus. U1 signifie première union, U2 signifie deuxième union, c'est facile à deviner. Idem signifie qu'on répète les mêmes détails de l'individu principal avec des conjoints différents. Alors, comme vous savez, le premier conjoint est inscrit au bout de la ligne qui contient les détails de l'individu, mais s'il y a un deuxième conjoint, alors il faudrait répéter tous les détails dans la deuxième ligne, ce qui serait un petit peu embêtant. Alors, au lieu d'écrire de nouveau les mêmes détails, eh bien, on écrit idem. Alors, c'est peut-être plus clair ainsi. Question suivante. Il est certes très intéressant que la liste des individus nous permet de distinguer un individu parmi plusieurs qui portent le même nom et le même prénom grâce à la visualisation de 6 champs incontournables. Ah, c'est très bien qu'on s'aperçoive de cette caractéristique. Mais comment puis-je voir les détails qui m'intéressent s'ils sont situés dans d'autres champs moins importants du fichier? Alors ça, c'est une très bonne question. Et la réponse est la suivante. Il y a 2 façons de découvrir et d'examiner tous les détails qui vous intéressent dans un fichier. Tout d'abord, grâce au module 9 des utilitaires, on peut transformer un fichier Généator en un fichier Excel, c'est-à-dire le tableur que vous connaissez de la suite Office de Microsoft. Alors, ceci permet d'en disposer tous les détails dans des colonnes bien ordonnées et faciles à analyser. Ce moyen est utile quand on veut avoir une vue d'ensemble du fichier. Mais il y a aussi la recherche d'un détail spécifique que l'on connaît déjà à l'intérieur de tout le fichier, ce qui est possible grâce au module 10 des utilitaires. Ce module est très intéressant, comme vous allez le voir. Ce moyen permet même de découvrir toutes les occurrences de ce détail dans le fichier et de les visualiser dans l'interface principale. Alors, s'il y a plusieurs personnes qui sont nées à tel hôpital, par exemple, vous allez avoir la liste de toutes ces personnes-là. Donc, c'est très intéressant. Section suivante des dictionnaires. Comment puis-je enlever des noms ou des prénoms qui ne sont plus utilisés? Dans les dictionnaires des noms et des prénoms, il y a une rubrique intitulée « Inutilisés ». Cliquez dessus et vous obtiendrez la liste des noms inutilisés. Le petit X au bout de la ligne permet de les supprimer un par un, mais cliquez plutôt sur le bouton en haut de la page qui permet de tous les supprimer d'un seul coup. Vous gagnez du temps de cette façon. Quant aux noms utilisés, vous pouvez les modifier, évidemment, mais n'oubliez pas que ceci va les modifier aussi dans tous les enregistrements. Alors, il faut le savoir. Mais vous ne devez pas les supprimer, sachant qu'ils seront aussi supprimés dans tous les enregistrements. Alors, c'est donc des notions importantes à connaître. Question suivante. À cause d'une correction, j'ai 2 fois le nom de Marie dans mon dictionnaire des prénoms. Comment puis-je en enlever un? Alors, c'est une question très intéressante. Et on le dit ici, vous avez bien raison de ne pas tolérer la coexistence de 2 noms identiques dans les dictionnaires des noms et prénoms, car ceci vous empêche de savoir lequel des 2 est utilisé dans un enregistrement. En effet,
si un enregistrement utilise un nom de Marie et que l'autre enregistrement utilise l'autre nom de Marie, ça peut devenir un peu embêtant. Commencez par déterminer les fichiers qui utilisent chacun de ces deux noms identiques. Pour le savoir, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône en forme de livre au bout de la ligne pour chacun de ces noms. Choisissez le nom qui est utilisé par le moins grand nombre de fichiers, car le travail à faire sera moins grand. Mettez un grand X au bout du nom choisi, par exemple Marie X, puisque c'est celui-là que vous voulez enlever. Moi, je préfère mettre un autre signe que X. Je mets plutôt le signe, par exemple, un signe bizarre, comme le signe du pourcentage. Et à ce moment-là, vous pouvez voir tous les noms que vous voulez éliminer. Vous pouvez les repérer facilement dans le fichier. Ensuite, vous recherchez Marie X dans la liste des individus de chacun des fichiers qui l'utilisent et le prénom de tri. Vous savez, dans la liste des individus, il y a plusieurs façons de trier la liste. Et on peut les trier par nom, mais on peut les trier par prénom. Alors, si vous utilisez le tri par prénom, il vous permet de trouver facilement les enregistrements qui utilisent le prénom en question. Enlevez le X ou le signe bizarre dans l'interface et dès lors, l'autre prénom, sans le signe bizarre, apparaîtra dans le cadre de la superliste. Alors, c'est facile, vous cliquez sur le nom que vous voulez conserver et l'ancien nom sera remplacé. Question suivante. Je cherche un nom ou un prénom, mais je ne sais même pas dans quel fichier il se trouve. Il peut même se trouver dans plusieurs fichiers à la fois. Réponse. En inscrivant dans le cadre de recherche la première lettre du nom ou du prénom en question, vous le trouverez facilement s'il existe, car les dictionnaires répertorient les noms et les prénoms de tous les fichiers à la fois. Vis-à-vis du nom en question, et à droite du petit X au bout de la ligne, cliquez sur l'icône en forme de livre. Un message apparaîtra vous indiquant dans quel fichier se trouve ce nom ou ce prénom. Vous pouvez même découvrir toutes les occurrences de ce nom ou de ce prénom en les recherchant dans le ou les fichiers en question grâce au module 10 des utilitaires. On en a déjà parlé précédemment. Question suivante. Pour la France, les subdivisions territoriales des 4 premiers niveaux sont faciles à distinguer, ou des 5 premiers niveaux. 1 pays, 2 régions, 3 départements, 4 arrondissements, et le 5e, c'est évidemment les villes. Mais que fait-on pour les pays inhabituels qui n'ont pas ces 4 niveaux? Oui, vous avez raison, il y a des pays qui n'ont pas les mêmes structures administratives, et on le dit ici. Chaque pays peut avoir des noms différents pour identifier chaque niveau. Il s'agit donc de trouver des équivalents. Pour les pays qui n'ont pas les 3 niveaux de subdivision, on suggère de créer des régions au niveau 2. Par exemple, on peut diviser le pays en régions nord-ouest, nord-est, central-ouest, central-est, sud-ouest, sud-est. Mais tout autre genre de subdivision est bienvenu. Il s'agit de créer des subdivisions qui sont pour vous significatives et qui peuvent contenir des niveaux inférieurs. Inutile de dire qu'il est important pour vous de pouvoir localiser votre ville à l'intérieur du pays en question. Section suivante. Les autres modules utilitaires. J'ai vu que le bottin du module 15 petit d contenait une colonne pour les adresses de courriel. Ne pourriez-vous pas faire en sorte qu'on puisse utiliser ces adresses dans le système de messagerie? Tiens, justement, la réponse
vient à point. Merci pour cette excellente suggestion. Nous avons même eu le temps d'ajouter cette amélioration au module 15 petit d avant la sortie de la version que vous avez reçue. Vous n'avez donc qu'à cliquer sur le bouton « Extraire les adresses de courriel » à la fin de la page de paramétrage pour obtenir les adresses du groupe paramétré. Ensuite, copier-coller les adresses recueillies dans l'espace prévu pour les destinataires d'un courriel et coller-le dans votre système de messagerie. Question suivante. J'ai un gros fichier de plus de 10 000 noms contenant plusieurs familles apparentées. Comment puis-je répartir ce gros fichier en plusieurs petits fichiers ne contenant qu'une seule famille? Alors, le module 8 des utilitaires vous permet de créer des fichiers séparés à partir d'un seul gros fichier. Il devrait vous donner satisfaction. Et ici, on a placé les deux questions ensemble parce que l'une est le contraire de l'autre. Alors, ici, on demande, j'ai plusieurs petits fichiers ne contenant qu'une seule famille. Comment puis-je joindre ces petits fichiers en un seul gros fichier? Car je pourrais regrouper beaucoup de personnes appartenant à différentes familles, mais apparentées par alliance. Alors, la réponse plutôt, est la suivante. Le module 6 permet d'adjoindre un fichier au fichier en cours, ce qui correspond aux besoins exprimés dans votre question. Au cas où des doublons seraient créés durant cette opération, le module 7 a été incorporé au module 6 pour vous permettre de les éliminer. Section suivante, les arbres généalogiques. Je vois que l'arbre de base ne contient que 5 générations, mais que dois-je faire pour en obtenir davantage? L'arbre de base est rapide parce qu'il est préparamétré par nous, en somme, mais vous pouvez obtenir des arbres avec le nombre de générations que vous voulez, en ascendance, en descendance, ou les deux en même temps. À cet effet, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Autres arbres » pour pouvoir paramétrer des arbres correspondant à vos besoins. Autre question. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les arbres traditionnels. Pourquoi sont-ils absents ici? L'arbre générateur est suffisamment versatile pour s'adapter à presque tous les besoins. Sa force est de pouvoir montrer des visus, c'est-à-dire en les voyant, les liens qui unissent tous les individus entre eux, tout en présentant d'une façon concise les détails qui les concernent. Mais la section « Autres arbres » de notre logiciel contient un lien direct avec d'autres compagnies spécialisées dans les arbres traditionnels. Si vous nous signalez votre intérêt pour certaines sortes d'arbres, nous vous dirons comment les obtenir à partir des données que vous avez recueillies dans votre logiciel. Il s'agit donc d'un complément que vous pouvez ajouter à votre logiciel de base. Enfin, dernière section, les problèmes techniques. Eh bien, au moment où nous avons publié cette rubrique, nous n'avions pas reçu de questions relativement aux problèmes techniques. Mais ça viendra sans aucun doute. Et alors, ne vous gênez pas de communiquer avec nous pour nous signaler les problèmes techniques que vous pouvez avoir en utilisant le logiciel. Nous y répondrons très rapidement et avec beaucoup de plaisir, car nous sommes désireux que vous profitiez au maximum de votre logiciel.
Alors, sur ces mots, je vous dis à bientôt et je vous invite à consulter les autres vidéos de cette série sur le logiciel Geniator. Merci.